Bonjour à tous, je suis très heureux avant toute chose d'être à Nantes. C'est un département dans lequel je suis très fréquemment parce qu'il faut bien dire que la fédération du Front National de Loire-Atlantique est extrêmement dynamique. Alors c'est dû bien sûr aux jeunes qui m'ont invité il y a 15 jours à une conférence sur l'immigration. C'est dû à Gauthier Boucher qui est à l'initiative de cette conférence d'aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes et puis de façon plus générale à l'œuvre des dirigeants et notamment de Maggie Lusso. Alors Maggie n'est peut-être plus ici, mais elle était là tout à l'heure et Maggie a longtemps été secrétaire départementale, donc il faudra bien lui répéter que je suis conscient qu'elle est pour beaucoup dans ce dynamisme extraordinaire de cette fédération. Si Notre-Dame-des-Landes intéresse les juristes, c'est parce que ça s'est voulu un laboratoire de la mise en œuvre de ce qu'on appelle la démocratie environnementale. Alors, la démocratie environnementale, c'est un terme qui est à la mode chez nous, chez les juristes. La preuve, rapidement, le Conseil d'État y a consacré un ouvrage collectif en 2013. Il s'intitule « La démocratie environnementale aujourd'hui ». J'en reparlerai car vous verrez qu'il est très intéressant à plus d'un titre. Et puis 2 ans auparavant, un rapport officiel, le rapport Pancher, a été rendu et lui s'intitulait « La concertation au service de la démocratie environnementale ». Alors qu'est-ce que c'est la démocratie environnementale? C'est la possibilité qui est donnée au public de participer à la prise de décision en matière environnementale. Donc ça se veut un processus véritablement démocratique. Quels sont les textes qui ont mis en œuvre cette démocratie environnementale? Eh bien, il y en a principalement 4 qu'il faut donc énumérer rapidement, puisque nous allons les retrouver pour certains d'entre eux à l'œuvre dans le processus de création de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a tout d'abord la loi Bouchardot du 12 juillet 1983 qui démocratise les enquêtes publiques, et nous verrons que les enquêtes publiques, il y en a eu dans notre aéroport. Ensuite, la loi Barnier du 2 février 1995 qui crée le débat public. Et le débat public, c'est une autre forme de participation du public, mais qui va intervenir chronologiquement avant l'enquête, à un stade où le dossier n'est pas encore bouclé. Donc, en réalité, l'enquête publique avait déçu. Avec le débat qui intervient en amont, on espère que le public va intervenir suffisamment tôt pour qu'il puisse faire prévaloir son point de vue et que l'administration le suive. Le troisième texte est un texte international, c'est la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, texte très important en matière environnementale. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas, pour finir, la Charte de l'environnement qui est née d'une révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Alors ces 2 derniers textes, ils se ressemblent beaucoup et on peut dire sans mentir que la charte de l'environnement française a un peu copié la convention d'Aarhus. Le président Chirac était désireux de laisser une marque en matière environnementale, une pyramide. Donc ça a été la charte et on n'a pas réinventé l'eau chaude. Comme la convention d'Aarhus était assez intéressante, on s'en est largement inspiré, il faut bien le dire. Alors ces 2 textes, convention d'Aarhus et charte de l'environnement, créent 2 droits nouveaux qui vont donc être mal mis en œuvre, nous allons le voir, à propos de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Premier droit nouveau, c'est le droit du public d'accéder à l'information en matière environnementale, avant qu'un projet soit bouclé. Et puis le deuxième droit, c'est le droit de ce même public de participer aux décisions, donc d'essayer de faire valoir son point de vue. Alors vous voyez qu'en théorie, la démocratie environnementale, c'est très bien. Les maîtres mots sont la transparence, le dialogue, le consensus et l'absence de contentieux au bout du compte, puisqu'on espère que le public étant satisfait de participer, eh bien au bout du compte, il va accepter la décision de l'administration et il ne va pas faire de recours judiciaire. Alors le moins qu'on puisse dire avec Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est raté. C'est raté complètement. Alors vous voyez, en fait, cette démocratie environnementale, on commence à sentir que c'est une démocratie biaisée. Elle a pour objet, pour finalité, en fait, moins de faire véritablement participer le public que de l'amener à accepter la décision de l'administration. En fait, c'est un instrument de légitimation d'une décision qui reste très largement prise par l'administration. Alors, du coup, il y a eu un malentendu, puisque les Français, lorsqu'ils ont vu tous ces textes, se sont dit, eh bien, ça y est, la démocratie va véritablement être appliquée en matière environnementale. Et puis, dans la réalité, on observe tout à fait autre chose. C'est ce qui explique que le rapport Pancher
qui est un rapport indépendant, eh bien, constate que la démocratie environnementale a donné naissance à un sentiment d'inutilité en France. Les termes sont forts, sentiment d'inutilité, c'est dire si l'échec est grand et pas seulement pour Notre-Dame-des-Landes. Alors Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même intéressant parce que c'est probablement l'exemple d'échec le plus caractéristique. Et c'est pour ça qu'il faut nous pencher dessus. Cet exemple de Notre-Dame-des-Landes illustre l'inefficacité de la démocratie environnementale, mais il démontre aussi son illégitimité. Et donc, très rapidement, je vais creuser ces deux points. Premier point, ce projet démontre l'inefficacité de la démocratie environnementale. Eh bien, en effet, l'inefficacité, c'est celle, bien sûr, du débat public et de l'enquête publique. Et ça n'est pas compensé par une énorme maladresse du gouvernement français qui a violé le droit de l'Union européenne et à tel point que ça pourrait remettre en cause la validité du projet. Mais je vous expliquerai pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne va vraisemblablement voler au secours du gouvernement français pour le sortir de ce mauvais pas. Alors l'inefficacité du débat et de l'enquête publique, ça n'est plus à démontrer. Le débat public a eu lieu du 15 décembre 2002 au 5 mars 2003, donc pendant presque 3 mois, ce qui est considérable. En apparence, ça a été une réussite, puisque le public, beaucoup d'associations se sont intéressées à ce projet, ont essayé de faire valoir leur point de vue, de proposer des solutions alternatives qui ont été rappelées tout à l'heure par Pascal Gana, donc réaménagement de l'aéroport de Nantes plutôt que d'en construire un nouveau, ou encore mise en réseau de l'aéroport de Nantes avec celui de Rennes. Donc, vous voyez, il y a eu une participation effective. Alors, en tout, il y a eu 7000 participants, ce qui est un beau succès. Le compte-rendu a été donné le 15 juillet 2003, mais finalement, déception, la décision de poursuivre le projet qui est intervenue le 9 octobre 2003 a montré qu'on n'avait pas réellement tenu compte des points de vue qui étaient exprimés. Et donc, ce que je vous disais, mais qui est quelque chose de bien connu déjà en droit français, c'est réalisé, c'est vérifié une fois de plus, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec stupeur qu'il s'agissait de légitimité la décision de l'administration qui, en fait, était déjà prise dès le début. Alors, c'était que la première étape, ça c'était le débat public. Ensuite, l'enquête publique a eu lieu, donc débat public avant officiellement que le projet soit bouclé, même si on peut penser qu'il l'était déjà, et enquête publique qui intervient après le bouclage du projet, donc qui intervient, elle, du 18 octobre 2006 au 30 novembre 2006, donc un mois et demi. À l'arrivée, même traitement, là encore, tentative du public de faire valoir son point de vue, mais là encore, avis favorable à la poursuite du projet de la commission d'enquête publique le 13 avril 2007, et puis finalement, vous voyez que le droit déploie de façon impitoyable son déroulé, décret du 9 février 2008 qui déclare le projet d'utilité publique. À la suite de ça, on en tire les conséquences. Un décret du 29 décembre 2010 qui confie à la société Vinci le soin de réaliser le projet et puis ensuite d'exploiter le nouvel aéroport au moyen d'une concession d'une durée de 55 ans. Et puis bien sûr, cela va sans dire, tout se termine par des ordonnances d'expropriation qui sont rendues le 18 janvier 2012. Alors bien sûr, à chaque étape juridique, il y a une guérilla judiciaire qui s'engage. Absolument chaque nouvelle décision de l'administration qui avance impitoyablement fait l'objet d'un recours en justice, donc tantôt devant les juridictions administratives, tantôt devant les juridictions judiciaires, puisqu'il y a en France un système complexe de dualité d'ordre de juridiction. Et en définitive, là où on voit qu'il y a un échec total de cette démocratie participative, c'est que tout sombre dans la violence. Et c'est justement cela qu'on voulait éviter avec cette démocratie environnementale. Alors du coup, eh bien, on va être obligé de recourir à un expédient assez curieux, c'est que le Premier ministre va créer le 24 novembre 2012 une commission du dialogue, donc qui est créée en dehors des textes habituels. Donc vous voyez que finalement, c'est l'échec du droit d'une certaine façon. On en arrive à un expédient.
Cette commission du dialogue remet ses rapports le 9 avril 2013 et dans lesquels elle propose en réalité des concessions pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Parallèlement, deux autres commissions examinent, donc là encore des commissions composées d'experts, il ne s'agit plus cette fois-ci de consulter le public. Deux autres commissions rendent des avis, l'une sur l'impact sur les zones humides du projet et l'autre sur l'impact sur l'agriculture. Et, manque de chance, leurs rapports sont aussi finalement assez critiques et assez peu enthousiastes. Donc c'est dire si tout cela s'est terminé en eau de boudin. Non seulement la démocratie environnementale qui était mise à l'œuvre, c'est-à-dire ce débat public, cette enquête publique, ça aboutit à un très grand mécontentement du public, mais en plus, on a éprouvé le besoin de créer un peu en catastrophe une commission du dialogue, des comités d'experts parallèlement qui ont rendu des points de vue très techniques, et en définitive, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde finalement s'interroge un peu sur les qualités et les vertus de ce projet. Alors, pour sauver le point de vue de ceux qui, comme nous, sont hostiles au projet, on pourrait se réjouir parce que très récemment s'est produit un coup de théâtre, une énorme maladresse du gouvernement français qui vient d'être dévoilée. Et lorsque j'en ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, quelqu'un m'a coupé la parole et m'a dit c'est faux. Bon, si, c'est vrai. C'est vrai, et chacun peut lire l'arrêt, d'ailleurs, pour le vérifier lui-même. C'est un arrêt du Conseil d'État du 26 juin 2015 qui estime que le décret français qui transpose une directive européenne en matière d'environnement, eh bien, est illégal. Alors, la directive en question, c'est assez technique, c'est une directive européenne du 27 juin 2001 qui schématiquement exige que lorsqu'il y a des grands projets en matière environnementale, eh bien, qu'on consulte une autorité environnementale qui soit indépendante de l'administration. Et on comprend qu'en effet, il faut qu'elle soit indépendante. Si elle n'est pas indépendante, ce n'est pas la peine de la consulter, puisque à ce moment-là, elle donnera évidemment l'avis que l'administration veut entendre. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, le décret français qui a essayé de transposer cette directive européenne eh bien, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'État, donc du 26 juin 2015, au motif que l'autorité environnementale qui était prévue par ce décret, eh bien, je cite, n'avait pas d'autonomie réelle par rapport à l'administration. Voilà, donc ça en dit long sur, vous voyez, la réalité de notre démocratie environnementale. Alors, me direz-vous, c'est ennuyeux parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été poursuivis sur la base de ce décret qui finalement est annulé, et notamment celui qui nous intéresse, Notre-Dame-des-Landes, semble concerner. Alors, oui, je reste prudent, j'ai dit semble concerner, ça suffit tout à l'heure faire bondir un zébulon hors de sa boîte. Alors pourquoi est-ce que je reste prudent? Parce que le Conseil d'État est embarrassé. Vous comprenez bien que le Conseil d'État a conscience que les conséquences de son annulation peuvent être très importantes sur le plan économique, politique, etc. Et donc, le Conseil d'État a utilisé dans cet arrêt une possibilité qu'il se donnait lui-même dans sa jurisprudence, qui est de différer les effets de son annulation. On appelle ça techniquement une modulation des effets de l'annulation pour l'avenir. C'est-à-dire que, je vous le fais bref, il annule le décret, en principe, donc ça devrait avoir des effets rétroactifs, mais là, il choisit cette possibilité qu'il a de décider que l'annulation ne prendra effet qu'à partir du 1er janvier 2016, ce qui sauve le projet Notre-Dame-des-Landes. Mais, n'oubliez pas qu'à l'origine de cette affaire, il y a l'application du droit de l'Union européenne. Et là, tout se complique. Car dès lors qu'on applique le droit de l'Union européenne, on est obligé, lorsqu'on a un doute sur la façon dont on l'applique, de surseoir à statuer, donc ce qu'il fait finalement au bout du compte dans cet arrêt, et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander si on est bien en train d'interpréter correctement le droit de l'Union européenne. Car la Cour de justice de l'Union européenne est plus stricte que le Conseil d'État pour ses possibilités de différer les effets d'une annulation dans l'avenir. La Cour ne l'admet que s'il y a, je cite, une considération impérieuse de protection de l'environnement qui le justifie. Et le Conseil d'État n'est pas très sûr qu'il y ait ici une considération impérieuse de protection de l'environnement. Donc, très prudemment, il surseoit à statuer et il demande l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne et nous attendons sa réponse. Alors autant vous le dire, bon, je connais un peu la Cour puisque
C'est une de mes spécialités au Parlement européen que de me mêler des affaires de la Cour. Voilà. Et donc, je pense que si je connais bien mon petit monde, que la Cour va donner son feu vert pour qu'il y ait une annulation différée pour sauver les projets. Ça me semble assez évident. Voilà donc mon pronostic. Donc, vous voyez, ce n'est pas cette bourde du gouvernement français qui va nous venir à notre secours, malheureusement. Nous allons probablement perdre sur ce terrain strictement juridique. Voilà donc pour l'illégalité, pour l'inefficacité de la démocratie environnementale. J'arrive au deuxième point qui sera plus rapide de mon exposé sur l'illégitimité de la démocratie environnementale. J'aimerais profiter de cet exemple de Notre-Dame-des-Landes pour réfléchir sur ce que signifie exactement la mise en avant de ce concept de démocratie environnementale. La démocratie environnementale s'est présentée officiellement comme une façon d'appliquer en matière environnementale ce qu'on appelle la démocratie participative. Or, j'aimerais vous démontrer que la démocratie participative est en soi un concept trompeur et que cette tromperie se trouve encore aggravée lorsqu'on transpose la démocratie participative en matière environnementale. Alors tout d'abord, la nature non démocratique, donc profondément trompeuse, de ce concept de démocratie participative. Là, je n'ai rien inventé. Il y a un grand penseur français qui a, au fond, tout dit, et les termes de sa réflexion ont été repris dans un rapport public du Conseil d'État, c'est le rapport 2011, qui s'intitule « Consulter autrement, participer effectivement », c'est Pierre Rosanvallon. Et Pierre Rosanvallon montre qu'en France, il y a deux types de démocratie participative. C'est-à-dire que le terme est trompeur puisqu'il désigne tantôt une réalité, tantôt une autre. La première réalité, il désigne la démocratie semi-directe. Et là, pas de problème, c'est une vraie démocratie. Ça consiste à faire intervenir le peuple pour le faire décider, donc, en matière environnementale. Alors malheureusement, en France, c'est rare. On aurait bien le référendum de l'article 11. Rien n'interdit de l'utiliser pour traiter des matières environnementales, mais on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. On a également un article auquel faisait allusion Pascal Gana qu'il voudrait utiliser. C'est l'article 72-1 de la Constitution sur le référendum local, qui est né d'une révision de la Constitution de 2003. Et là, ce type de référendum local est parfois utilisé dans des communes en matière environnementale, par exemple pour interroger la population sur l'implantation d'éoliennes. Rien n'interdirait de l'utiliser au niveau de la région sur un projet d'aéroport. Mais vous voyez qu'il y a assez peu d'applications. Je ne vous parle même pas de l'initiative populaire qui a été créée par la révision de 2008. Alors, l'initiative populaire, c'était la façon dont présentait cette nouveauté le président Sarkozy. En réalité, juridiquement, ce n'est pas une initiative populaire comme celle qui existe en Suisse, avec pétition d'un certain nombre de citoyens qui déclenche un référendum. Non, en France, en réalité, c'est 1/5 des membres du Parlement qui déclenchent l'ensemble. Donc, ce n'est pas une initiative populaire, c'est une initiative parlementaire. C'est un leurre, c'est un leurre. Voilà, donc, vous voyez, cette première sorte de démocratie participative qu'a bien mise en relief Pierre Rosanvallon, c'est une vraie forme de démocratie, sauf qu'en France, on ne l'utilise quasiment jamais en matière environnementale. Alors, il reste la deuxième sorte, et c'est celle-là qu'on utilise en fait en France. C'est un simple dialogue, ce qu'on appelle démocratie participative. C'est un simple dialogue entre l'administration et les administrés. Et donc, comme ça n'est qu'un dialogue, au bout du compte, l'administration fait ce qu'elle veut. Et donc, la démocratie participative, à ce moment-là, n'est plus qu'un instrument de légitimation d'une décision qui est déjà prise. Alors, c'est ce qu'a montré, par exemple, un professeur de droit, le professeur Bruno Daugeron, qui a écrit des très belles choses sur la question, et qui montre tout cela. En réalité, cette démocratie participative ne mérite pas le nom de démocratie, car une vraie démocratie, c'est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire c'est le fait de donner le pouvoir de décision au peuple. Or, ici, le peuple n'a pas le pouvoir de décision. Donc on devrait parler plutôt d'administration participative plutôt que de démocratie participative. Donc vous voyez, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est bien cette seconde sorte de démocratie participative qui a été mise évidemment en relief. Et donc, dès le départ, c'était un leurre en fait. On faisait croire que c'était de la démocratie alors que ce n'en était pas. Voilà, fausse démocratie, c'est l'affaire du whisky et du Canada Dry en quelque sorte. Là, c'était le Canada Dry.
Chose beaucoup plus grave, ce caractère foncièrement trompeur de la démocratie participative est aggravé lorsqu'on l'applique en matière environnementale. Et j'en veux pour preuve l'ouvrage du Conseil d'État dont je vous parlais au début. Dans cet ouvrage, le plus grand magistrat administratif français a écrit quelque chose d'intéressant, c'est M. Jean-Marc Sauvé, qui est le vice-président du Conseil d'État, donc la plus haute autorité du Conseil d'État. Et il a fait une conférence sur ce sujet, sur la démocratie environnementale, le 17 novembre 2010, dont le texte figure dans l'ouvrage collectif. Et si je vous en parle, c'est parce que il dit des choses qui, moi, me semblent stupéfiantes, mais qui ont le mérite d'être claires. Monsieur Sauvé explique que la démocratie environnementale, ce n'est pas du tout la même chose que la démocratie politique. Nous y voilà. Nous y voilà. Alors, il explique la démocratie politique, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est ce qui repose sur la souveraineté du peuple, sur le suffrage universel, et ça a régné en France, explique M. Sauvé, hein, dont je suis l'interprète, entre 1789 et 1940, bon, avec quelques intermèdes, bien sûr. Et donc, voilà, globalement, ça a réussi à se déployer plus ou moins dans cette période. Alors, depuis la 4e République, dit M. Sauvé, on est libre, bien sûr, de ne pas être de son avis, eh bien, c'est fini. La démocratie politique, au fond, c'est dépassé parce que ça sacralise trop, c'est lui qui le dit, ça sacralise trop la souveraineté du peuple et ça sacralise trop le suffrage universel. C'est quand même étonnant qu'un magistrat républicain nous dise ça. Hein. Je ne sais pas si vous mesurez l'énormité du propos. Bon, ouais, je crois que c'est terminé, je ne serai plus jamais invité au Conseil d'État. Mais c'est déjà le cas, autant vous le dire, je n'ai plus rien à perdre. Alors la démocratie environnementale, c'est différent, nous explique-t-il. Ça repose sur une nouvelle philosophie. C'est une démocratie qui ne s'exprime pas, dit-il, par le suffrage universel, mais par la concertation. Donc vous voyez que la concertation, c'est une alternative au suffrage universel. Et nous explique-t-il, donc alors je le cite, hein, c'est une nouvelle forme de citoyenneté qui n'est pas liée à l'exercice de la souveraineté, mais à la seule existence d'un patrimoine commun des êtres humains. Oui, c'est effarant, parce que ce qu'il en arrive à dire, c'est qu'ici, la citoyenneté est dissociée de la nationalité. Et tout est joué. Quand on commence à critiquer la souveraineté du peuple, on en arrive évidemment à dire que la nationalité, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Donc, en réalité, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cette démocratie environnementale, c'est un concept qui n'est mis en avant que pour vider de sa substance la vraie démocratie, la démocratie politique. C'est la justification d'un système oligarchique dont les gouvernants et les intérêts privés, mon cher Pascal, tu avais raison, dont les gouvernants et les intérêts privés sont les bénéficiaires. Et donc, c'est ce qui est en train de se jouer avec cette affaire de Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas seulement un problème de technique juridique, c'est un problème de sauvegarde de la démocratie. Je vous remercie.